En Autriche, 9 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans une fusillade dans une école à Graz. Le tireur présumé, un ancien élève de l'établissement, s'est donné la mort. La Russie a lancé une nouvelle attaque massive de missiles et de drones sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, qui ont fait au moins 3 morts à Kiev et à Odessa. Le ministère américain de la Santé a limogé les 17 membres du principal comité de conseil sur les vaccins. Les experts médicaux dénoncent une décision dangereuse sans précédent. Des militants de plusieurs pays se sont mis en route de la bande de Gaza depuis la Tunisie. Cette caravane est un acte symbolique de soutien au territoire palestinien. En Autriche, Graz, la deuxième plus grande ville du pays, est sous le choc après la fusillade qui a eu lieu ce mardi dans l'une de ses écoles. Au moins 9 personnes, parmi lesquelles des élèves et au moins un adulte, ont été tuées et 12 autres blessés lors de l'attaque, selon les autorités. L'assaillant présumé, un ancien élève de l'établissement âgé de 21 ans, s'est donné la mort, a précisé la police. Qualifiant la fusillade de tragédie nationale, le chancelier autrichien Christian Stocker a décrété un deuil de 3 jours dans le pays. La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne massive sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, ciblant principalement Kiev et Odessa. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté la plupart des 315 drones et des 7 missiles lancés par Moscou. À Odessa, dans le sud du pays, les frappes ont cependant tué 2 personnes, détruit une station médicale d'urgence et endommagé une maternité. Une personne a également perdu la vie dans des attaques sur la capitale, Kiev, où les services d'urgence étaient toujours déployés mardi matin, après que les habitants ont été invités à rester dans les abris. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce ce qu'il qualifie de l'une des plus importantes attaques contre Kiev. Et il affirme que des missiles de fabrication nord-coréenne ont été utilisés dans l'attaque. Il exhorte la communauté internationale à réagir par une action concrète, appelant une nouvelle fois les États-Unis et l'Europe à faire pression sur le Kremlin pour parvenir à la paix. Ce nouvel assaut intervient seulement 24 heures après que la Russie a lancé un nombre record de près de 500 drones et missiles dans la nuit de lundi à mardi. Ils y voient un pas incontestable vers l'autoritarisme. Le gouverneur général de Californie, Gavin Newsom, et le procureur général Rob Bonta ont annoncé lancer des poursuites judiciaires contre l'administration de Donald Trump. Ils dénoncent notamment la décision du président américain d'envoyer 2000 membres de la garde nationale des États-Unis en Californie contre des manifestants, et ce sans l'aval du gouverneur, du jamais vu depuis 1955. Sur les réseaux sociaux, Gavin Newsom estime que Donald Trump fabrique cette crise et crée la peur pour prendre le contrôle d'une milice d'État et violer la Constitution américaine. Le président américain affirme que les autorités de l'État de Californie sont incompétentes. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. D'après le procureur général de Californie, c'est la 24e fois que l'État entame des poursuites judiciaires contre l'administration Trump depuis le début du second mandat du républicain. Les heurts ont débuté vendredi à Los Angeles, où réside une importante population hispanique, quand des personnes ont tenté de s'interposer face aux arrestations d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration. Des gardes nationaux ont alors été déployés devant un centre de détention. Ces heurts ont débouché sur 56 arrestations selon la police de la ville, dont 3 des membres ont été légèrement blessés. À la suite de l'arraisonnement du navire Madeleine par la marine israélienne alors qu'il se dirigeait vers la bande de Gaza, les autorités israéliennes ont ordonné le rapatriement des 12 volontaires présents à bord, membres de la coalition pour la flottille de la liberté. Les militants dont faisait partie la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan ont été transférés à l'aéroport de Tel Aviv en vue de leur retour dans leurs pays respectifs. Greta Thunberg, connue pour sa lutte contre la crise climatique, a été officiellement expulsée et s'est envolée pour la Suède. Quant aux 6 activistes français, 5 d'entre eux ont
refusé l'expulsion et auront probablement affaire à un juge israélien. Ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion et de quitter Israël seront traduits devant une autorité judiciaire, avait prévenu le ministre israélien des Affaires étrangères. Pour Francesca Albanese, rapporteure des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, l'arraisonnement du bateau par Israël à plus de 180 km à l'ouest des côtes de Gaza représente une incursion illégale dans les eaux internationales. Le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a renvoyé les 17 membres d'un important comité consultatif sur les vaccins, en invoquant des conflits d'intérêts. Ce panel scientifique a pour mission de conseiller le principal organisme de contrôle et de prévention des maladies sur les vaccins. Le ministre s'est engagé à remplacer par son propre personnel les 17 membres du comité, qui avaient tous été nommés par l'administration Biden. Ce limogeage a été vivement condamné par les principaux experts médicaux américains, qui dénoncent une action dangereuse sans précédent. L'Académie américaine de pédiatrie affirme que cette décision vise à réduire au silence l'expertise médicale indépendante et à alimenter la méfiance à l'égard des vaccins. Avant d'être nommé au ministère de la Santé, Robert F. Kennedy Jr. s'était déjà fait connaître pour avoir propagé des théories du complot et pour ses farouches positions anti-vaccination. Et ce, alors que les États-Unis connaissent leur plus grave épidémie de rougeole depuis des années, avec déjà plus de 1100 cas détectés depuis janvier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou réunira mercredi une réunion de son cabinet de sécurité à propos du nucléaire iranien, à quelques jours d'un nouveau cycle de négociations indirectes entre Washington et Téhéran. Au cours d'un appel de 40 minutes lundi, le président américain Donald Trump a informé Benjamin Netanyahou qu'un accord qu'il qualifie de raisonnable a été transmis aux négociateurs iraniens. Téhéran assure de son côté qu'il proposera bientôt son propre plan à l'autre partie par l'intermédiaire d'Oman. Plusieurs membres de premier plan du gouvernement israélien seront présents à la réunion de sécurité de mercredi, dont le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer. Fait rare pour une réunion de haut niveau comme celle-ci, les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich y assisteront également. Téhéran a annoncé mardi que le prochain cycle de négociations indirectes avec Washington aura lieu ce dimanche à Mascate, la capitale d'Oman. Les États-Unis exigent toujours que l'Iran renonce totalement à l'enrichissement d'uranium. Une demande jugée irrecevable par Téhéran, qui la considère comme contraire au traité de non-prolifération nucléaire. Des centaines de personnes, principalement des Tunisiens, des Algériens, des Marocains et des Libyens, ont pris le départ à bord d'autocars à destination de la bande de Gaza en passant par la Libye et l'Égypte, avec l'intention déclarée de briser le blocus israélien après plus d'1 an et demi de guerre. Baptisée Soumoud, résistance en arabe, la caravane n'apporte pas d'aide humanitaire mais se veut un acte symbolique de soutien au territoire palestinien et est principalement composée de médecins et de volontaires, hommes et femmes de tout âge. Les militants ont pris la route à l'aube, brandissant des drapeaux tunisiens et palestiniens. Les organisateurs espèrent atteindre l'enclave palestinienne d'ici la fin de la semaine prochaine. Selon eux, la traversée de la Libye devrait se faire sans difficulté, mais des problèmes pourraient survenir en Égypte, car le Caire n'a pas encore donné la permission au convoi de traverser son territoire. Cette action coïncide avec l'interception du bateau humanitaire Madeleine par l'armée israélienne. Celui-ci transportait de l'aide humanitaire pour Gaza et avait à son bord 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais, dont Greta Thunberg. Un référendum en Italie sur l'assouplissement de l'accès à la citoyenneté et le renforcement de la protection des travailleurs a échoué en raison d'un faible taux de participation. Pour être valide, le vote devait réunir plus de 50% des électeurs, mais les autorités italiennes ont indiqué qu'un peu moins de 30% des inscrits avaient accompli leur devoir électoral à la fin des 2 jours de scrutin. L'une des questions principales du référendum demandait aux électeurs si l'obligation de résidence pour obtenir la nationalité italienne devait être ramenée de 10 à 5 ans. Les 4 autres questions portaient sur des réformes récentes en matière de droits et de protection des travailleurs. Les propositions émanaient toutes des syndicats italiens et des partis d'opposition de gauche. Mais la coalition au pouvoir s'est opposée à ces mesures, certains politiciens incitant les électeurs à ne pas se rendre aux urnes, ce qui a fait chuter le taux de participation en dessous du seuil de quorum. À noter que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, s'est bien rendue au bureau de vote, mais a délibérément quitté les lieux sans voter.
C'est un paysage étonnamment désert de monde pour un mois de juin à Santorin. Pour la première fois depuis la crise du Covid, la plus célèbre des îles grecques connaît une baisse de fréquentation touristique. Les tremblements de terre qui ont secoué Santorin au début de l'année ont dissuadé de nombreux vacanciers de venir y séjourner cet été. Malgré une légère reprise des arrivées ces dernières semaines, l'île est loin d'avoir atteint les records de fréquentation des années précédentes. Been to Santorini years ago and always wanted to come back. And here we are, we finally made it back. Did you hear about the earthquakes earlier this year? We did. They happened, they were over, and we're still coming. It's a beautiful place to come. Earthquakes can't stop you from coming to this beautiful city. Santorini is on our bucket list, somewhere everyone has to go, and it's fabulous. Really good, loving it. Yep. Have you heard anything about earthquakes in the island? Yes, our tour guide told us that there have been earthquakes in the island, and you had lots in February, but it's all good now. Perfectly safe. Santorini's been really fun. We've only been here a day, but we woke up really early and just had a look at all the shops, the cafes, the restaurants. The view is just amazing from where we're staying. La crise du coût de la vie qui touche l'Europe et les États-Unis impacte aussi Santorin. Les visiteurs, dont le pouvoir d'achat a diminué, se montrent désormais plus prudents dans leurs dépenses. Μία πίτα γύρο, μία κοκακόλα με τα δύο καλαμάκια μέσα να πίνουν και τα δύο μαζί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Φέτος οι επισκέπτες είναι πιο συγκρατημένοι στα έξοδά τους και αυτό φαίνεται όχι μόνο στις κρατήσεις των ξενοδοχείων αλλά και στα γραφικά σοκάκια των ελληνικών νησιών. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι τουρίστες φέτος ξοδεύουν σημαντικά λιγότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, τόσο για εστίαση όσο και για αγορές αναμνηστικών ειδών. Από τη Σαντορίνη για το Euronews, η Μέλα του Χτίδου.